Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe de Villiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes le président du Mouvement pour la France et auteur de « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Tout ça est chez Fayard. Quelle promotion pour ce livre! Vous me disiez en arrivant, là, en tête des ventes sur Amazon, c'est ça? Oui. On voit partout. Bon, il y a ce grand mensonge que vous avez découvert au fil de vos recherches à propos de la construction européenne et de ses pairs. Le pitch en 1 minute, expliquez-nous ce grand mensonge que vous avez découvert, selon vous. Moi, comme tous les Français, qu'ils soient europhiles ou eurosceptiques, je croyais que c'était une dérive, l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe sans corps, l'Europe sans tête, sans racines, sans frontières, qui devient une sorte de cible et de proie pour le monde entier. Et en fait, je me suis aperçu, en allant à la recherche et à la rencontre des archives sur la construction européenne, j'en publie 110, que le gène des constructeurs qui mine l'Europe d'aujourd'hui était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Et donc, ce n'est pas une dérive. Voilà. Et dans les pères fondateurs, évidemment, il y en a 3. On va commencer par Robert Schuman, qui, vous l'avez appris, et moi aussi d'ailleurs en vous lisant, je ne le savais pas, qu'il a été ministre de Pétain. Après, je suis allé voir aussi, je suis allé regarder, c'est vrai que c'est une info qu'on retrouve assez facilement sur Wikipédia, qu'on retrouve sur la Fondation Robert Schuman. Ce n'est pas une révélation, mais c'est une découverte pour vous, et ça a été pour moi aussi. Oui, alors c'est drôle parce que moi, il y a plein de choses que je ne savais pas, effectivement. Et quand j'ai travaillé sur Schuman, sur Monet, sur Wallstein, on en parlait, Hallstein, je suis tombé de l'armoire. Je ne savais pas que Schuman avait porté l'uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale, qu'il avait passé sa Deuxième Guerre mondiale dans les monastères, après avoir été ministre de Pétain, après avoir voté les pleins pouvoirs, après avoir été frappé d'indignité nationale. Mais ce qui m'a frappé, si vous voulez, David, je vais vous dire, un eurosceptique, c'est quelqu'un qui croit à l'Europe des nations plutôt qu'à l'Europe fusion des nations. L'Europe fédérale. Oui, l'Europe fédérale. Et en fait, j'ai découvert que le département d'État s'est servi de la guerre froide pour configurer... Département d'État américain. Département d'État, donc l'Amérique, ouais. Pour configurer une Europe à sa main. Et le département d'État ne voulait surtout pas d'une Europe supra-étatique ou interétatique. C'est-à-dire ni une Europe confédérale, ni une Europe fédérale. Et il voulait une Europe à sa main, c'est-à-dire une Europe impuissante, une Europe, alors avec une commission exécutive, Schuman et Monet l'ont fait, on voit ce que ça donne, avec la volonté d'intégrer des États européens démantelés, je cite, dans un ensemble géopolitique américano-centré. Et donc, et en même temps, un marché annexe pour écouler leur surcapacité productive. C'était ça l'origine de l'Europe. Et en fait, ce que je reproche à Monet et à Schuman et à Hallstein, c'est qu'ils ont fait ce que les Américains demandaient et ils ont fait croire, et on le croit encore, que tout ça, c'était pour faire une Europe puissance, alors que les Américains ne voulaient surtout pas d'une Europe puissance. Une Europe politique qui soit puissante. Sauf que tout ça, ce qu'on dit là, jusqu'à présent est vrai, encore une fois, sauf que vous oubliez de dire, Philippe de Villiers, que Robert Schuman a été nommé ministre de Pétain contre son gré, et qu'il a été blanchi après par De Gaulle. Là, encore une fois, on se dit, cette omission, elle est volontaire de votre part? C'est pas dans le livre, alors que c'est une réalité historique. Non, alors, il n'a pas été nommé contre son gré. Il a été nommé dans le gouvernement précédent, et Pétain l'a reconduit. Exactement. Et si ça avait été contre son gré, il serait parti tout de suite. Or, le 10 juillet 40, il vote les pleins pouvoirs, et il attend le mois de septembre pour retourner à Metz, et son biographe officiel, qui s'appelle François Roth, qui est un homme objectif, informé, documenté, dit que on ne sait pas pourquoi il est parti à Metz, simplement pour détruire des papiers encombrants. Donc, j'en fais pas plus état que cela, mais si vous voulez, faire de Robert Schuman une sorte de Robert Virenque, il a été ministre malgré lui, et non, voilà, il faut assumer. La preuve, c'est qu'il a été frappé d'indignité nationale à la Libération. Et donc, il a écrit une lettre à De Gaulle
qui, avec mansuétude, Exactement. a fait lever cette... Bon, mais alors, pourquoi c'est un problème? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant des années, les eurosceptiques, qu'on appelle populistes, nationalistes, souverainistes, on les désigne du doigt en disant crypto-collabo, crypto-nazi. Attention, les bruits de bottes qui reviennent. Macron, il dit ça tout le temps. Je lui en fais le reproche personnel dans les conversations qu'on peut avoir. Et mais pourquoi on dit ça? Pourquoi pourquoi on identifie quelqu'un qui croit, qui est eurosceptique au sens de Bruxelles, pourquoi on en fait un crypto-nazi? Alors que cette Europe n'est jamais sortie de la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque toute la panoplie sémantique... C'est un prolongement de la résistance, vous a dit le président il y a peu de temps, non? Alors, justement, ben c'est pas vrai. Parlant de l'Europe. C'est pas vrai. On ne peut pas dire que l'Europe soit sortie du nazisme ou de la collaboration, mais on ne peut pas dire que ce soit un prolongement de la résistance. Historiquement, c'est faux. Sur Jean Monnet, il aurait touché de l'argent et des facsimilés, encore une fois, que vous avez retrouvé de la Chase Manhattan. Après, on se dit qu'on est en pleine guerre froide, on se dit qu'effectivement, c'est peut-être pas une surprise qu'il ait touché de l'argent de la part des Américains, mais le fait qu'il ait été proche, Jean Monnet, des Américains, ce qui, là, encore une fois, n'est pas un scoop, c'est une chose. De là à dire que l'Europe a été créée par la CIA, vous n'avez pas un peu vite? Ça reste votre interprétation. C'est une interprétation. Non, c'est pas. Non, ce sont les documents. Je vous explique. Il y a eu des versements secrets en dollars avec des contreparties sur des opérations d'influence au service des intérêts américains. Financés par la CIA? Mais bon. Oui, puisque c'était la Fondation Ford et le Comité d'action pour l'Europe unie qui étaient entièrement dirigés, il suffit de voir les papiers en tête, par les créateurs, les directeurs de la CIA. Je donne les noms: Bedell Smith, Donovan, Alan Dulles, le frère de l'autre, de John Foster Dulles. Donc, aux États-Unis, c'était de notoriété publique. Et donc, ce que je reproche à Monnet et à Schuman, c'est de ne pas l'avoir dit. Vous parlez de la chaise Manhattan. Je publie. Ouais. C'est là que je suis tombé de l'armoire. En fait, quand j'ai vu la lettre de la chaise Manhattan là, à Monnet, qui dit on se réjouit d'avoir un nouveau déposant. Bon. Et j'ai vu qu'en fait, les versements, c'est 150 000 $, tous les 3 ans, etc. Alors, je me suis reporté aux mémoires de Monnet. J'ai lu les mémoires de Monnet et je vois dans ses mémoires sur le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, il dit oui, alors j'étais entouré de bénévoles parce que j'avais pas de moyens et puis je n'ai jamais voulu avoir de l'argent d'un gouvernement, etc. Il a menti. Et son biographe, Éric Roussel, il a des pages touchantes. Il dit qu'il était dans un bout d'appartement de son beau-frère, avenue Foch, parce qu'il n'avait pas d'argent, etc. Pourquoi on nous a menti? Pourquoi on ne nous a pas dit qu'il recevait de l'argent? Mais pourquoi on ne nous a pas dit pire, qu'il recevait de l'argent pour des opérations d'influence? Un exemple que je cite avec les archives. Les Américains demandent à Monnet de créer Euratom pour maîtriser la matière fissile, pour entraver la marche française à l'indépendance nucléaire de la France. Ouais. C'est quand même gravissime. Ça s'appelle de la haute trahison. Et donc, il reçoit de l'argent pour faire le traité de l'Élysée. Il reçoit de l'argent pour faire de la propagande auprès des députés du Bundestag pour rajouter un préambule atlantiste et neutraliste. C'est ça qui me gêne. Et c'est ça que j'ai découvert. Et c'est ça que je veux mettre à la portée de tous mes lecteurs. Parce qu'en fait, les fondateurs de l'Europe n'étaient pas ce qu'on a dit. Ouais. Est-ce que c'est une caricature, Philippe de Villiers, si je devais vous résumer en disant que pour vous, le projet européen, c'est un projet d'ancien nazi qui a servi la CIA? C'est de la caricature? Oui, ça c'est de la caricature, c'est pas ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est que Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein, il appartient à 4 organisations nazies. Il va faire le grand discours de Rostock en 1939 sur l'Europe unifiée, etc. Il est un des juristes qui accompagne Hitler dans la rencontre de Mussolini. Membre du parti nazi? Oui. Alors, non, il n'est pas membre du parti nazi, il est membre de la Ligue des professeurs. Je publie, ça m'a coûté 47 € au Bundesarchiv, vous voyez. Quand on dit ça, on savait effectivement. Et là, il est en uniforme d'officier instructeur en premier président de la Commission européenne, alors, Walter Hallstein. Alors attendez, mais je vais vous dire, pourquoi c'est important ce qui s'est passé avec lui? Parce qu'il s'est fait choper par les Américains
à Cherbourg, capturé. Et là, à Fort Getty, pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est ça, retourner rééduqué, on disait, le programme Tournesol, s'appelle, qui a été initié par John McLeod, un homme des services de renseignement. Et programme de rééducation pour le préparer à son nouveau métier. Et ensuite, il se retrouve l'architecte de la CECA, l'architecte du traité de Rome et le premier président de la Commission européenne. Et donc, on peut supposer, mais j'aimerais que ce dossier soit déclassifié pour qu'on le sache de manière certaine, on peut supposer que les Américains lui aient dit, bon, bonhomme, ok, on sait qui tu es, on sait ce que tu as fait, on le tait, ça ne se saura pas, mais simplement tu nous fais une Europe à notre main. Et c'est pour ça qu'il fait la chaise vide contre De Gaulle, c'est-à-dire qu'il se heurte violemment à un tenant de l'Europe des nations. Mais quand même, vous c'est en cela que je dis que l'Union européenne est une création américaine, non pas du tout. Une conspiration américaine ou une création américaine? Une création américaine. Alors, mais vous parlez de conspiration. Parce que le fait que vous ayez eu accès à tous ces documents, ça prouve quand même que rien n'a été fait de manière cachée puisque vous avez eu accès. Mais bien sûr, mais c'est drôle parce que les gens qui critiquent mon livre disent complotisme. C'est pas complotisme, c'est des pièces. C'est la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui vous traite de complotiste. Hein, quand même. Oui, mais le complotisme, c'est quoi? C'est des fantasmes, c'est des théories, c'est des mensonges. Moi, c'est un livre où il y a 110 pages d'archives. C'est le contraire. Ce sont des preuves, ce sont des faits. Et qu'est-ce que je constate? Et mes lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont constater? Que le complotisme n'est pas là où on le place. Toute la construction européenne a été conspirationniste. La Ford Connection, mes lecteurs comprendront. La Team Money, la rue de Martignac, où il y avait même un lawyer qui était sous l'escalier planqué pour qu'on ne sache pas que c'était les Américains qui rédigeaient les statuts de la CECA, etc. Et la méthode Monnet, elle est fondée sur un principe, tenez-vous bien, et prononcé par Monnet, c'est l'opacité. C'est-à-dire la méthode des petits pas pour que les peuples ne s'aperçoivent pas qu'on est en train de créer une institution technique dotée de pouvoir politique. Voilà. Et donc en réalité, cette méthode, enfin la construction européenne, elle est structurellement, elle est ontologiquement conspirationniste. Ouais. Dans ce livre, le point, alors je suis tombé là-dessus, le point vous a accusé d'avoir plagié des passages de votre livre. C'est vrai ou c'est de la diffamation? Alors, nous avons déposé, c'est naturellement faux, j'ai écrit 30 livres, c'est pas à 70 ans, comme dirait De Gaulle, que je vais commencer une carrière de plagiaire. On reconnaît mon style. En plus, ça fait allusion à un chapitre sur les mémoires de Monnet qui les gêne beaucoup. Il sera un historien. Un historien qui s'appelle Antoine Coel et auquel je rends hommage. Vous pouvez auquel je rends hommage à 4 reprises. Attendez. Donc là, c'est très clair. Je n'accepterai pas ce genre d'accusation basse. Vous savez, quand la lance a incendie, il ne suffit pas en prendre la lance à purin. Donc, les éditions Fayard et moi-même avons demandé à nos avocats respectifs de déposer une plainte jointe devant le doyen des juges d'instruction. À ce tour-ci, ça doit être fait d'ailleurs, pour diffamation au pénal avec constitution de partie civile. Donc moi, je ne plaisante pas avec ce genre de coup bas, vous voyez. Bon, et moi, je veux un combat à la loyale. Qu'on vienne contester mes pièces, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec mon livre, mais ce qui les gêne beaucoup, c'est que ce n'est pas un livre d'imprécation ou d'allégation, David, c'est un livre d'enquête et de révélation. Bon, on est justement, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est pas le fruit du hasard, à un peu plus de 2 mois des élections européennes. En quoi ce livre-là, on a compris pour vous le vice de construction de l'Europe, en quoi ça nous éclaire sur les enjeux actuels? Voilà, on est en 2019, sur les défis que l'Europe doit relever face aux géants américains, aux géants chinois. Je pense par exemple au dossier de la trade war, la guerre commerciale. On se dit que la France seule pourrait parler d'égal à égal avec Donald Trump et défendre ses intérêts. Quel ferait le poids? Encore une fois, en quoi ça nous éclaire sur les enjeux et les défis qui nous attendent? Je vais vous répondre. L'Europe de demain, qu'on aurait dû construire il y a 70 ans, que De Gaulle voulait construire, que d'autres voulaient construire, Churchill, etc., ne peut être qu'une Europe des nations. Vous ne pouvez pas faire un ensemble, comme disait De Gaulle, un magma avec une purée de marron. Quand vous regardez la situation actuelle, l'Europe, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Pour les États-Unis, je cite, une colonie. Pour
les Chinois un terrain de jeu pour les routes de la soie. Pour Erdogan, un ensemble qui paye une dîme léonine pour faire de la rétention de migrants, il est payé pour ça, 6 milliards d'euros par an par la Commission, vu que la Commission européenne est incapable de protéger nos frontières. Pour la Russie, vous savez ce que Poutine m'a dit? Il m'a dit, moi c'est la phrase de Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? Donc en fait, on voit bien que l'Europe, le magma, est impuissant face au Oui, l'Europe de la Commission, si vous voulez, c'est-à-dire l'Europe d'une gouvernance acéphale, dépolitisée, désincarnée, aux mains des lobbies, cette Europe-là, elle ne nous défend pas, elle ne nous protège pas. Et je vous parle avec mon expérience. Moi, j'ai créé une petite entreprise, une aventure humaine en même temps, qui s'appelle Le Puy du Fou. Et alors on me disait, oui, mais enfin, tu ne pourras jamais lutter contre les grands, les géants. Mais on est dans une économie qui a changé. Si on avait fait l'Internet sous la forme de la coopération comme Ariane et Airbus, ce que j'avais proposé, moi, on n'aurait pas les GAFA. En d'autres termes, il faut faire une Europe fondée sur deux principes qui se complètent. Le respect des souverainetés, parce que sinon on n'a pas la continuité historique, on n'a pas la démocratie, on perd la civilisation. Et la coopération, bien sûr. Regardez ce qui marche en Europe, c'est Erasmus, c'est Ariane, c'est Airbus, etc. Et quand je vois que moi... Le gouvernement veut faire un Airbus des batteries, d'ailleurs, vous avez vu aussi. Oui, mais là, cette Europe qui nous empêche, par exemple, de fusionner Alstom et Siemens, cette Europe qui... Vous êtes favorable, vous, au mariage entre Alstom et Siemens? Absolument. Mais si il n'y avait pas la Commission de Bruxelles, on aurait pu le faire, comme on le faisait. Faire un champion européen. Mais bien sûr, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout, attention, ce n'est pas les gens qui sont contre l'Europe pour le retour aux nations, ça c'est la caricature. Moi je pense que les nations, le concert des nations, on disait. Par projet, doit fonctionner par projet, c'est ça? Mais exactement. Quand on peut s'entendre avec les Allemands, avec les Italiens sur... Au coup par coup. Par exemple sur le terrorisme, on a avantage à s'entendre, mais l'histoire de Schengen, par exemple, il y a quelqu'un de très important, le système Schengen, qui m'a dit il y a 2 jours, m'a dit de toute façon, M. Duvier, je vais vous dire, le renseignement, qui est la base de la protection, le renseignement, il peut être que bilatéral. Donc Schengen, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, je cite de mémoire, on ne balance pas un renseignement dans un entonnoir sans savoir qui est au bout. Donc il faut revenir au bon sens. Donc l'Europe d'Emmanuel Macron, pour vous, elle va dans le mur. Enfin, et pourtant, il a évoqué là récemment, vous allez me dire qu'il est opportuniste, la préférence européenne, cette nécessité de protéger les frontières. Ça doit vous causer ça quand même, non? Non, oui, c'est amusant, parce que j'ai eu l'occasion de lui dire, il a fait un salto arrière. C'est un homme très intelligent, très mobile, et il correspond bien à ce qu'est un européiste, je vais vous le définir. Un européiste, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, vitupère contre l'Europe forteresse, qui veut plus de mondialisation, plus d'ouverture, plus d'Europe, et qui, quand il entre en campagne, utilise des mots très différents, empruntés au lexique souverainiste, préférence européenne, frontières, mettre à plat Schengen. C'est curieux quand même. C'est curieux. Il y a une forme de duplicité. Donc il y a une forme de duplicité. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il va chercher les électeurs là où ils sont. Mais moi, je vais vous dire, le mur de Maastricht va tomber, comme le mur de Berlin est tombé. Il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a le décrochage des peuples. Pourquoi? Parce que le rêve de fusion des nations, des élites post-nationales, s'est désintégré dans le cœur des peuples parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. La prospérité, la puissance, la protection. Premier marché économique au monde, quand même, l'Europe. Hein. Oui, le plus pénétré, le plus ouvert au monde. Le plus ouvert au monde. Et quand vous pensez qu'en janvier dernier, la Commission, elle a rouvert, ça c'est pas su, elle a rouvert les pourparlers sur le projet transatlantique avec les États-Unis, au moment même où les États-Unis frappent de taxes supplémentaires l'aluminium et l'acier. Est-ce que c'est sérieux tout ça? L'extraterritorialité juridique. Du droit américain. Oui, comment on peut accepter ça? L'Europe y réfléchit, il y a un vrai sujet là-dessus. On voit bien qu'il y a des réflexions qui sont menées après la réflexion. Non mais attendez, non mais vous ne pouvez pas avoir une Europe sans les États, sans les frontières, sans les peuples, et cette commission exécutive que voulaient les Américains, c'est l'idée de confier notre destin à des fonctionnaires qui ne sont pas contrôlés démocratiquement, éloignés du peuple, ça ne peut pas marcher. Donc on le dit depuis des années, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, ce vice constitutif, il était dans
le programme initial. Alors, si vous me dites est-ce que c'est réformable, la question c'est est-ce que vous croyez que Le Corbusier peut devenir Viollet-le-Duc? Non. C'est intéressant. Juste, on voyait Emmanuel Macron, j'ai du mal à cerner la relation amicale qui vous lie tous les deux. Alors je sais, il est venu vous voir au Puy du Fou en campagne, là où les autres sont allés, les autres prétendants ou présidents sont allés à Euro Disney. Encore une fois, il est le contraire de tout. Enfin, il est tout ce que vous vomissez sur l'Europe, pardon. Je veux dire, il est européiste, multiculturaliste, mondialiste. Quelle est la relation qui vous lie? On vous voit là les deux, vous êtes comme deux larrons là. Qui appelle l'autre? Vous vous parlez régulièrement? Alors, et vous lui dites en face tout ça? Oui, absolument. Alors, on a une amitié qui est née au Puy du Fou. Et si vous voulez, pour moi, c'est important parce que le Puy du Fou, c'est l'œuvre d'une vie. Donc, il est venu. Donc, ça ne s'efface pas. C'est la gratitude. Mais c'est une amitié qui a évolué dans la vérité, la vérité rude. Donc, on se dit les choses, mais d'une manière... Cash. Et je lui reconnais une chose. Ouais. Il écoute. Et il ne s'offusque pas. Là, actuellement, il y a Macron-Orban. Si vous voulez, pour prendre la fracture allégorique entre les deux Europes. Orban, quand je l'ai rencontré pendant 3h30, ce dont j'ai rendu compte ensuite à Emmanuel Macron, m'a dit, vous savez, la différence entre Macron et moi, c'est que lui, il se demande comment il va faire avec une Europe islamisée, avec l'islamisation. Et moi, je me demande comment je vais empêcher d'être dans cette situation. En d'autres termes, pourquoi je vous dis que le mur de Maastricht va tomber? Parce que le décrochage, on l'observe, les Anglais vont partir, mais le groupe de Visegrad, ils n'accepteront jamais l'Europe islamisée. Parce qu'ils ont un souvenir, eux, ils se souviennent Vienne, Moax, les Turcs, etc. Et quand on fait un procès à Orban parce qu'il garde sa frontière, alors qu'on paye Erdogan pour bloquer la sienne, il y a un moment donné... c'est lui qui est dans la vérité, c'est pas le président Macron. Quand vous lui dites ça, il vous répond quoi? Il me répond, ça me regarde. Je peux vous dire ce que je dis, mais ça reste une conversation privée. Mais en tout cas, je ne désespère pas. Parce que en fait, ce qui vous étonne, c'est que je parle à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Mais attendez, moi je ne suis plus homme politique, hein. Je suis sur mon Aventin. Et donc, je peux parfois descendre sur l'agora, me mêler à la conversation civique, ce que je fais avec ce livre. Mais, sans sombrer dans le cloaque sanguinolent, comme vous dites souvent. Non, oui, voilà. Et donc, simplement, je parle à tout le monde et tout le monde me parle, voilà. Et donc, je me dis, si je peux faire évoluer les esprits, par exemple, il a mon livre, il est en train de le lire, voilà. Il est beaucoup moins choqué que beaucoup de journalistes qui essayent d'établir autour de mon livre un périmètre sanitaire, ce qui est, à mon avis, peine perdue. Ouais. On termine sur cette anecdote, mais comme qui en dit long sur ce que vous laisserez à la postérité. Dans nos équipes de production, on a quelqu'un qui est plus jeune, et quand on lui a dit on a Philippe de Villiers, elle ne voyait pas qui vous étiez, elle avait à peine un peu plus de 20 ans. Et quand je lui dis le Puy du Fou, elle me dit ah oui, le Puy du Fou, j'y suis allé 5 fois. L'œuvre entrepreneuriale de Philippe de Villiers laissera plus de traces que son œuvre politique. Oui. Vous vous êtes posé la question? On finit là-dessus. Mais tant mieux, parce que c'est important, c'est merveilleux pour moi, parce que c'est l'œuvre d'une vie. J'ai commencé, vraiment, c'était rien, etc. Maintenant, on est sur le toit, on est dans un trou, on est sur le toit du monde. Alors, vous vous rendez compte que la Chine, Tolède, le Puy du Fou de Tolède, etc. Bientôt, on ne saura même plus d'où est le nom, le Puy du Fou. Ah, certains diront non. C'est rentré dans le langage courant. Et donc, en chiffre d'affaires, c'est énorme en plus. Je ne sais pas si on peut donner les chiffres. Oui, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, ça marche très bien. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si ça peut ajouter vis-à-vis de vos auditeurs et téléspectateurs quelque chose de supplémentaire à ma crédibilité, mais moi je ne suis pas un hurluberlus. Oui. Ce livre, ce n'est pas le livre d'un hurluberlus. Oui. Je ne suis pas un penseur qui cherche à faire parler de lui. Moi, je fais ce livre, ce n'est pas ma passion. Moi, ma passion, c'est le Puy du Fou. Donc, je fais ce livre parce que c'est un devoir de vérité. Et quand j'ai découvert la vérité sur le mensonge fondateur, je me suis dit, allez, j'y vais. Tant pis, je vais en prendre plein la gueule, mais j'y vais. Et je suis content parce qu'en fait, quand ils me disent « mais on savait tout ça », je leur dis « ah, vous le saviez ». Et en plus, vous le saviez, c'est ça? Vous le saviez et vous ne l'avez pas dit. Eh bien, moi, je vais le dire à votre place. Chacun se fera son idée. Voilà, Philippe de Villiers, c'est en tête des ventes sur Amazon. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est aux éditions Fayard. Merci donc, Philippe de Villiers, d'avoir été aujourd'hui. Au revoir.